L'Irak, un pays qui est passé sous les radars médiatiques, mais des élections se profilent. Ce sera le 11 novembre prochain. Le contexte régional a quelque peu changé. L'Iran est affaibli, la Syrie a un nouvel homme fort. Mais les milices chiites, elles, sont toujours là et bien là. Bonsoir Anne Poiré. Bonsoir. Vous leur consacrez un documentaire, L'Irak sous emprise, diffusion ce mardi 30 septembre à 22h30 sur Arte. On peut déjà le voir sur la plateforme de la chaîne. Et avec nous sur ce plateau, Adel Bakawan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et actuel directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Alors l'Irak sous emprise, je reprends le titre de votre documentaire, celle de ces milices chiites qui se sont constituées pour combattre Daesh et qui sont toujours présentes. Elles sont même omniprésentes dans le pays. On regarde tout de suite un extrait de votre documentaire. Je fais des recherches sur les groupes armés chiites. Je m'y intéresse depuis des années. À l'époque, il n'y avait pratiquement aucune information sur ces factions. Elles étaient secrètes et très fermées. Ces milices ou factions refusent d'être appelées milices parce qu'elles disposent de brigades au sein des unités de la mobilisation populaire. Et ces brigades sont financées par l'État irakien. Mais elles restent structurées en brigades autonomes, chacune répondant à sa propre hiérarchie. Comme par exemple le Kataeb Hezbollah, les Nujaba ou les brigades Saïd al-Shuhada. Le problème est qu'en échappant ainsi au contrôle de l'État, ou à celui du commandant en chef des forces armées, ces factions peuvent agir selon les caprices de leur seul chef. Alors Anne Poiré, donc ce chercheur irakien pose bien la question et l'importance de ces milices. Alors milices, factions, groupes armés, c'est vrai qu'on ne sait même plus comment les nommer. Qu'est-ce qu'elles représentent en Irak ? Alors effectivement, elles récusent ce mot de milice, la plupart d'entre elles, parce qu'elles, pour elles sont un bras armé de l'État. Elles sont constituées dans les unités de mobilisation populaire et elles sont financées par le gouvernement. Et c'est vrai qu'une partie d'entre elles ne peuvent pas être appelées milices. Le problème, c'est qu'effectivement, elles ont certaines de ces branches, certaines d'entre elles qui, comme l'explique ce chercheur, fonctionnent de façon autonome, ont gardé leur propre chef, ont leur armement, ont des sources de financement autonomes et donc sont incontrôlables et ne répondent pas, elles, à l'autorité de l'État. Et effectivement, ça représente des dizaines de milliers de combattants qui répondent donc pas au même commandement, qui ont mis certaines villes sous emprise, certaines régions, et qui effectivement ponctionnent une partie de. Alors elles sont pas les seules à être corrompues en Irak, mais elles ponctionnent en partie l'économie irakienne. Alors Adel Bakawan, des groupes armés soutenus par les autorités, on l'a bien compris, ça en fait une exception dans la région puisqu'on voit qu'au Liban, en Syrie, c'est un mouvement inverse qui se met en place. Oui, parce que l'État irakien, depuis 2003, s'est milicianisé. Autrement dit, le système politique, le système sécuritaire, le système économique, tous les systèmes en Irak, à partir de 2003, c'est fait sur la base milicienne. C'est pourquoi l'ordre milicien règne à tous les niveaux. On ne peut pas parler des milices uniquement comme des organisations miliciennes, c'est-à-dire armées, qui disposent d'une idéologie qui appartient à la République. Non, ils sont beaucoup plus larges que ça. Autrement dit, c'est une vision du monde, c'est une vision politique, c'est un système qui est en place. Mais en parlant de Hashd al-Sha'bi, c'est-à-dire la mobilisation populaire, vous avez 80 organisations avec un budget de à peu près 3 milliards de dollars consacrés par l'État irakien. À l'intérieur de la mobilisation populaire, vous avez 3 cercles. Le premier cercle, c'est Hashd al-Sha'bi, c'est-à-dire mobilisation populaire qui dépend directement de l'autorité du Premier ministre. Et à l'intérieur de ça, vous avez un deuxième cercle qui s'appelle l'axe de la résistance. Ce sont 12 à 13 organisations qui font partie de l'axe de la résistance. Et depuis le 7 octobre, à l'intérieur de l'axe de la résistance, vous avez un troisième cercle qui s'appelle le Front et de la résistance. Et là, vous n'avez que 4 organisations miliciennes qui s'échappent totalement à l'autorité du Premier ministre. Donc on comprend bien la complexité. Ces milices, elles ont accepté de vous ouvrir leur centre de formation, Anne Poiré. Elles répondent à vos questions. Alors,
Pourquoi? Elles ont envie de redorer leur image, d'avoir une sorte de crédibilité? Comme vous l'avez dit, il y a les unités de mobilisation populaire qui doivent donner cette image légale, qui sont le représentant d'une branche gouvernementale et qui donc sont en quête de légitimité. Donc c'est surtout à ces groupes que j'ai eu accès, qui m'ont effectivement ouvert leur centre d'entraînement, certains checkpoints, certains commandements. Il faut aussi rappeler que c'est en partie, notamment de certains des jeunes que j'ai pu rencontrer, qui sont aujourd'hui à la tête d'un centre d'entraînement, par exemple. C'est des jeunes hommes qui ont été des héros en 2014, qui ont vraiment défendu leur pays. C'est quelque chose qui peut-être nous a complètement échappé ici. En 2014, quand Daesh fonde sur l'Irak et prend Mossoul, ils sont en train de descendre sur le sud chiite et ils sont vraiment à quelques heures de Bagdad et à quelques heures de descendre sur toute la partie chiite du pays et ils ont commis déjà énormément de massacres contre les chiites. Donc quand il y a cette fatwa qui appelle la jeunesse irakienne à prendre les armes, ces jeunes hommes y répondent au péril de leur vie, parfois vraiment en allant sur le front à main nue. Et il y a une partie d'entre eux qui sont des héros et qui, en rejoignant ces milices, font vraiment preuve d'un courage formidable pour défendre leur pays. C'est aussi ça, les unités de mobilisation populaire. Après, il y a effectivement des organisations, des factions qui sont engagées dans l'axe de la résistance, qui sont beaucoup plus proches de l'Iran, qui sont depuis le 7 octobre notamment, qui ont visé des centres américains, qui envoient des drones sur Israël. Et eux, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès. Il y a les Kataeb Hezbollah qui, eux, sont extrêmement méfiants, notamment une journaliste occidentale, il est hors de question de les rencontrer. Même leurs députés, parce qu'ils ont des députés, je n'ai pas pu les voir. Mais ils ont des visages. Par exemple, les Nujaba, ils m'ont donné accès à leur organe de propagande télévision où on a pu rencontrer quelqu'un qui est leur visage et qui s'exprime et qui donne leur point de vue. Et est-ce que les autorités irakiennes pourraient faire le ménage, entre guillemets, ou c'est complètement impossible, comme vous l'avez dit, parce que ça noyaute toute la société irakienne, parce qu'ils ont pris trop de place? Non, au Liban, c'est l'État qui réclame le désarmement d'une organisation milicienne. En Syrie, c'est l'État. Même en Palestine, c'est l'autorité palestinienne qui veut désarmer le Hamas, n'est-ce pas? Même dans d'autres zones. Mais en Irak, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les milices, c'est l'État. Et l'État, c'est milice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas à la tête de la République irakienne un acteur milicien. Mais cet acteur, le président de la République, ne pourra jamais devenir président s'il ne passe pas par le filtre milicien. Le Premier ministre est nommé directement, proposé par les organisations miliciennes. Et ensuite, le président de la République le valide. Autrement dit, toutes les structures étatiques contrôlées par l'État, les organisations miliciennes, c'est vraiment le système politique. Si aujourd'hui vous voulez désarmer les milices, c'est que vous désarmez l'État. Et pour tout ce qui concerne la mobilisation populaire, les unités de la mobilisation populaire, aujourd'hui ils ont un modèle. Le modèle, c'est les gardiens de la révolution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous avons la gouvernance chiite, en arabe on dit el-hakim el-sharia, la gouvernance chiite doit être protégée par les gardiens de la République. Et les gardiens de la République, c'est les unités de la mobilisation populaire. Et dans votre documentaire, vous revenez effectivement sur la place de l'Iran avec ces hommes forts qu'on voit partout, même encore aujourd'hui. Qassem Soleimani, qui est donc iranien, qui a été tué par une frappe ciblée d'un drone américain, c'était en 2020. Et aussi Abu Mahdi al-Mouhandi. Ces hommes, ils sont toujours importants, ce sont des martyrs. Mouhandi, ces Américains, en tuant Soleimani, qui était quand même vraiment leur ennemi, qui avait organisé cet axe de la résistance en dehors de l'Iran. En tuant Soleimani, en visant Soleimani, ils ont tué Mouhandi, ce qui n'était pas leur cible. C'est vraiment un dommage collatéral. Il était venu chercher le général à l'aéroport et il est mort avec lui. Mais en le tuant, ils en ont fait un martyr. En effet, son visage est partout dans Bagdad. Il est vraiment sur des panneaux, absolument, vous le voyez partout. Il est partout dans les bureaux des unités de la mobilisation populaire, mais surtout, il est vraiment partout dans la ville. Sa tombe est un lieu de rassemblement. Les gens viennent, les femmes de martyrs viennent se recueillir sur sa tombe, les jeunes viennent s'inspirer. C'est vraiment impressionnant de voir la façon dont il s'est érigé comme ça en martyr. Donc voilà pour cette figure qu'on vient de voir. Et on sent aussi les Américains dans leur
paradoxe, c'est-à-dire que voilà, ils ont laissé ces milices venir parce qu'ils en avaient besoin, mais en même temps, maintenant, c'est compliqué. Comment ils gèrent la situation? C'est ce qu'on essaye de raconter dans le documentaire, c'est qu'en effet, au moment de 2014, et ce que je disais, Daesh a fondu sur Bagdad, ces milices se sont créées, ont été vraiment une façon de protéger tout le sud irakien, et les Américains, finalement, ont été obligés de s'allier, c'était vraiment une alliance, parce qu'ils avaient cet ennemi commun contre Daesh, et donc ils savaient ce que nous dit un diplomate dans le documentaire. Il savait que c'était vraiment choisir entre deux ennemis, entre deux problèmes pour eux. Et il savait qu'à la fin, en gagnant contre Daesh, ils allaient favoriser l'Iran à la tête du pays. Alors aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça que ça se pose. L'Iran n'est pas tout puissant en Irak. Les milices ne sont pas aux ordres de l'Iran. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une dimension complètement nationaliste dans ces milices. Simplement, il y a des intérêts communs. Il y a des centres religieux communs. Et voilà, c'est comme ça que ça se pose. Alors Adel Bakawan, vous aussi, comment vous voyez cette position américaine par rapport à l'Irak, qui doit rester un îlot de stabilité dans la région? C'est un peu l'enjeu? Je pense que le moment de 2014 est très très important pour comprendre la trajectoire des organisations miliciennes ou de l'ordre milicien tout simplement en Irak. Mais cet ordre milicien ne commence pas en 2014, il précède 2014. Il commence le 9 avril 2003. Le 9 avril 2003, c'est la chute du régime de Saddam Hussein. C'est-à-dire quoi, la chute du régime de Saddam Hussein? Ce n'est pas qu'un seul homme qui tombe, c'est un État qui tombe. Je ne dis pas un système, c'est l'État irakien qui est abattu. Autrement dit, le 9 avril, vous n'avez plus d'armée, vous n'avez plus de forces sécurité, vous n'avez rien. Donc elle commence à émerger. Et toutes les organisations opposées à Saddam Hussein qui avaient des bras armés, c'est-à-dire des organisations miliciennes qui rentrent dans le pays, Paul Brima dit aujourd'hui il n'y a plus de milices. Et on fait quoi de ces organisations miliciennes? Eh ben, ils vont s'intégrer, ils vont reformer l'armée irakienne, le service de sécurité, les CTS, le Mukhabarat, les polices, etc. Alors les organisations miliciennes, c'est très bien, formidable. Ils ont placé la totalité de leurs hommes et femmes au sein de tous ces ministères-là. Et c'est à partir de ce moment que l'ordre milicien se met en place. Et 2014, quand Daesh arrive avec une seule fatwa, comme vous l'avez dit, au bout de quelques heures, il y a à peu près 230 000 combattants qui s'intègrent dans ces organisations qui existaient auparavant. Donc elles sont là depuis très très longtemps. Est-ce qu'elles vont peser dans ce scrutin le 11 novembre? Est-ce qu'on peut redouter leur importance? Ah bah oui, absolument, bien évidemment. Déjà, le premier enjeu pour les élections du 11 novembre prochain, c'est vraiment le taux de participation. Là, on parle, certains indicateurs des Nations Unies nous parlent de à peu près 13 à 15%. C'est assez catastrophique. Et donc, sur les 13 à 15%, il y a une forte mobilisation des bases miliciennes de toutes ces organisations. Si Sadr n'y participe pas, si le mouvement Touchrin, le mouvement Octobre n'y participe pas, alors il reste qui? Il reste la base sociale de ces organisations qui vont voter. Et donc, ils voient, certainement. Écoutez, on va suivre ça avec attention, effectivement, sur TV5 Monde. L'Irak sous emprise, votre documentaire, diffusion ce mardi 30 septembre à 22h30 sur Arte. Et on peut le voir, je le rappelle, sur la plateforme de la chaîne. Merci à vous deux d'avoir participé à ce grand angle.